Move on out. What the hell you think you're doing? What the hell does it look like I'm doing? What's wrong with you, man? This is the bus. I don't give a damn if it's a Queen Elizabeth. You should have at least shaved. This new police commissioner, this Blakelock, he's supposed to be very spit and polish. You represent the Phoenix PD. Get a shave. Don't drown in the sink. Shockley! You big prick! À Phoenix, le détective Ben Shockley est chargé par le commissaire en chef Blakelock de faire venir un témoin de Las Vegas pour un procès soi-disant mineur. Shockley se rend sur place et récupère le témoin, une prostituée nommée Augustina Malley. Sur la route qui mène à l'aéroport, ils sont soudain pris pour cible par des tueurs qui canardent leur véhicule. Ils se réfugient alors dans la maison d'Augustina qui explique à Shockley que ce procès n'a rien de mineur puisqu'elle doit témoigner contre un puissant gangster, que c'est la mafia qui les poursuit et qu'ils ont bien l'intention de ne pas les laisser arriver jusqu'au tribunal. Désormais traqués par une armée de tueurs et accusés du meurtre d'un policier, Shockley et Malley vont devoir utiliser tous les moyens de transport qu'ils trouvent sur leur chemin pour rejoindre le tribunal de Phoenix. Mais une fois sur place, ce sont des centaines de policiers armés jusqu'aux dents qui les attendent. C'est là que la dernière bataille va s'engager, un combat homérique aussi tragique que décisif. Dans la filmo de Clint Eastwood, l'épreuve de force se situe entre deux films dans lesquels il est juste acteur, L'inspecteur ne renonce jamais, et la comédie Doux, dur et dingue qu'il tournera juste après. Clint Eastwood va faire son retour avec un nouveau film cette année, Juror No. 2, qui a été tourné l'année dernière et qui est sa 40e réalisation. Supposed to have been picked up yesterday, held for extradition. Somebody screwed up. Wait a minute now. When you get back to Phoenix empty-handed, all I said was, I ain't got no guy named Gus Malley. Augustina Malley I got over in women's detention. Augustina. Sandra Locke était étroitement associée à la star Clint Eastwood puisqu'ils ont tourné 6 films ensemble et ont eu une relation de 13 ans qui s'est terminée de manière conflictuelle. Née le 28 mai 1944 dans le Tennessee, ce n'est pas Eastwood qui a fait d'elle une star puisque son premier rôle au cinéma, Le cœur est un chasseur solitaire, réalisé en 1968 par Robert Ellis Miller, lui vaudra d'être nommée pour l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle. Avant de faire ses premiers pas devant la caméra d'Eastwood, pour José Wells hors-la-loi, on la verra en 1971 dans le film d'horreur Willard de Daniel Mann. En 1977, elle retrouve son compagnon réalisateur et acteur dans L'épreuve de force, puis l'année suivante dans Doux, dur et dingue de James Fargo, Bronco Billy, Ça va cogner de Buddy Van Horn, et enfin le retour de l'inspecteur Harry, 4e et meilleur film de la saga avec le premier, mais aussi dernière collaboration entre les deux tourtereaux, avant qu'ils se retrouvent non plus sur un tournage mais devant des juges. Sandra Locke a également tenté l'aventure de la réalisation avec 3 films à son actif. Tout d'abord Rat Boy en 1986, un drame sur un enfant rat adopté par une jeune femme interprétée par la réalisatrice, le thriller Double jeu en 1990 avec Teresa Russell, et Trading Favors en 1997 qui n'est jamais sorti en salle chez nous.
Sondra Locke est décédée en novembre 2018 à l'âge de 74 ans des suites d'un cancer. My force may be involved in this, and you don't want to talk about it. You heard me. Who you protecting? Nobody. Bullshit! Me! I'm protecting me, okay? So lay off! From what? From me? Have I tried to kill you or run you down or jump your bones? When are you going to realize I'm not the enemy? Hooray for Mr. Clean. Now, what did he do? I don't want to talk about it! You're the key to this thing. You're the proof, and both sides know it. Né le 19 juillet 1924 en Floride, Pat Hingle était un second rôle très apprécié qu'on a vu dans de nombreuses séries télé ou téléfilms à partir des années 60 jusqu'en 2000. Il apparaît pour la première fois au cinéma en 1954 dans le film d'Elia Kazan Sur les quais, puis on le verra plus tard aux côtés de Clint Eastwood avec qui il était ami dans Pendez-les haut et court de Ted Post, L'épreuve de force et Le retour de l'inspecteur Harry. Mais son rôle le plus populaire, il l'obtiendra dans les 2 premiers films de la saga Batman, réalisés par Tim Burton, ainsi que les 2 suivants réalisés par Joel Schumacher, puisque le commissaire James Gordon, c'était lui. Ben, listen to me. Now, I've talked to Fighter Spiel. He's okay. He's not like we thought. Besides, Guy, you've got no choice. Blakelock's got half the goddamn police force out there, just waiting for this elephant to roll in. Where? 7th, Central, Mesa, Adams, the whole route you gave me. The place is swarming with squad cars. Hell, Ben, even with this pig iron, it's suicide. William Prince est né le 26 janvier 1913 à New York. Il a commencé sa carrière au théâtre dans les années 40, puis est apparu dans de nombreuses séries télé et films dans les années 60, 70 et 80. On l'a vu entre autres dans Destination Tokyo, en méchant dans Spontaneous Combustion de Toby Hooper, dans Le toboggan de la mort, dont j'ai fait une rétrospective, Complot de famille, dernier film d'Alfred Hitchcock, ou encore la comédie Drôle d'espion de John Landis. D.A. Blakelock. Ben Shockley, sir. Yeah, I've heard about you, Shockley. Oh. As commissioner of the police department, considerable responsibility. Watchdog of the department, so to speak, policing the police. So that the need for absolute secrecy is... I understand. Écrit par Denis Shriak et Michael Butler, les futurs scénaristes de Pale Rider, autre réalisation d'Eastwood, le film devait initialement mettre en vedette Marlon Brando et Barbra Streisand. Brando s'est ensuite retiré et a été remplacé par Tim McQueen. Cependant, les différends entre McQueen et Streisand ont finalement conduit à leur départ commun en faveur de Clint Eastwood qui reprendra le projet avec Sondra Locke à la place de Barbra Streisand. Pendant la phase de pré-production, il a été envisagé de transformer le personnage de Ben Shockley en un nouvel inspecteur Harry pour un 4e film, d'autant plus que le 3e sorti un an plus tôt avait réalisé un gros score au box-office. Toutefois, l'idée a été abandonnée même si on ne peut pas nier les points communs entre les 2 personnages. La Warner donne le feu vert à Eastwood qui produit via sa société Malpaso et comme d'habitude, la star tient à ce que tout soit tourné en décor naturel pour plus de réalisme. L'épreuve de force a été filmée à Phoenix, en Arizona, et à Las Vegas, ainsi que dans les déserts voisins des 2 États. Le tournage principal du film a commencé en avril 1977, et beaucoup de moyens ont été alloués pour les effets spéciaux, puisque sur un budget total de 5,5 millions de dollars, plus de 1 million a été dépensé sur les 3 principales séquences d'action. Le décor de la maison réduite en miettes pendant l'assaut de la police a été construit pour un coût de 250 000 $. Une équipe de 15 hommes a travaillé 8 heures par jour pendant 1 mois pour truquer la maison et forer 7000 trous avec des pétards explosifs à l'intérieur afin de simuler les impacts de balles. Eastwood voulait que sa maison s'effondre comme si elle était rongée par une gigantesque masse de termites. Pour la scène où l'hélicoptère heurte une ligne à haute tension et se crache, un modèle grandeur nature a été construit sans moteur. La séquence a nécessité environ 2 douzaines de personnes pour construire une tour d'une vingtaine de mètres qui a fini par être détruite par l'équipe des effets spéciaux. Et enfin, pour la scène finale, avec le bus, 8000 pétards explosifs ont été utilisés ainsi que plusieurs caméras. Eastwood devait s'assurer que les caméras capturaient bien chaque acte de destruction, car la scène ne pouvait pas être tournée plusieurs fois. Ceux qui ont vu le film comprendront. Le tournage a pris fin en juin 1977 et s'est déroulé sans incident particulier malgré les nombreuses difficultés liées aux effets spéciaux. I
I'm going 50 miles an hour. Until you pull that trigger, I'm headed to the airport. I mean it. I swear to Christ, if you don't stop this thing, I'm gonna shoot you. What was that? Shooting at us. Shoot at him. Stop this thing, it's the police! It's not the police. Shoot at him. I can't! You're ready to shoot at me, damn it. Trois fois nominé aux Oscars, Jerry Fielding était l'un des compositeurs les plus audacieux et les plus expérimentaux de sa génération. Né à Pittsburgh en 1922 de parents migrants russes, Fielding fut l'une des nombreuses victimes du McCarthyisme dans les années 50. L'approche des années 60 voit la fin du McCarthyisme et le retour de Fielding à Hollywood. En 1962, à la suggestion de son ami Dalton Trumbo, Fielding est embauché par Otto Preminger pour écrire la musique du film Tempête à Washington. Mais la carrière de Fielding en matière de musique de film a surtout été marquée par ses collaborations avec Sam Peckinpah, Michael Winner et Clint Eastwood. Celle avec Sam Peckinpah a débuté en 1969 avec La Horde sauvage, pour lequel Fielding obtiendra sa première nomination aux Oscars. Les autres collaborations avec Peckinpah comprennent Les Chiens de paille, Junior Bonheur, Apportez-moi la tête d'Alfredo Garcia et Tueur d'élite. L'association de Fielding avec Michael Winner débute en 1970 avec L'Homme de la Loi, pour lequel le compositeur fournit une partition épique teintée de jazz. Viennent ensuite Les Collines de la Terreur, Le Flingueur ou encore Scorpio. Quant à Clint Eastwood, il a bien été servi par la musique de Fielding pour José Wells Hors la loi, L'inspecteur ne renonce jamais, qui contient un de ses plus beaux génériques de fin, et L'épreuve de force. En dehors de ces trois collaborations, il a également composé l'étrange et expérimentale musique de Génération Proteus de Donald Cammell, ou celle du Dernier secret du Poséidon d'Irwin Allen, la suite très dispensable de l'aventure du Poséidon. Jerry Fielding était un compositeur exigeant qui refusait tout compromis avec les studios et parfois même avec les réalisateurs. Malheureusement, il a été emporté par une crise cardiaque en février 80. Il était âgé de seulement 57 ans. Pour L'épreuve de force, Fielding a écrit une partition influencée par le jazz funk orchestral, typique de l'époque, avec un petit apport de soul et de blues. Il a fait appel à deux solistes de haut niveau pour accompagner sa musique, le trompettiste John Faddis et le saxophoniste Art Piper. Quelques synthés ont été utilisés sur les scènes de suspense, ainsi qu'un piano, des percussions aux accents militaires et quelques cordes. Dans l'ensemble, L'épreuve de force est une musique fort intéressante qui vaut la peine d'être écoutée par tout amateur de bande sonore, et sans doute le premier album à écouter si vous ne connaissez pas le travail de Jerry Fielding. L'affiche originale a été conçue par le célèbre Frank Frazetta, un peintre et dessinateur particulièrement créatif qui a beaucoup œuvré dans le domaine de la fantasy et de la science-fiction. C'est Eastwood en personne qui a contacté l'artiste pour qu'il s'occupe du visuel de cette magnifique affiche, nous montrant l'acteur brandissant un pistolet et une Sondra Locke légèrement vêtue qui s'accroche à son héros. Elle a heureusement été reprise dans de nombreux autres pays, dont la France, l'Espagne, l'Allemagne, la Suède, avec seulement quelques variations dans les couleurs, et même par la Turquie, qui habituellement change le visuel des affiches venant de l'étranger. En revanche, le Japon n'a pas cru bon de garder ce visuel, et nous propose une affiche assez classique qui ne serait pas si mal s'il n'y avait pas celle de Frazetta. Le film est sorti aux USA pendant les fêtes de Noël, soit le 21 décembre 1977. Choix judicieux puisque le succès a été immédiat et le film a rapporté au total plus de 35 millions de dollars sur son seul territoire et a très largement remboursé son investissement. Les critiques ont plutôt été partagées. Le célèbre critique Roger Ebert lui a attribué la note de 3 sur 4 et sur Rotten Tomatoes, le film obtient un score de 75% sur la base de 28 critiques. Chez nous, L'épreuve de force a été exploitée à partir du 5 avril 1978 et a rameuté 591 000 spectateurs, ce qui est peu,
Mais c'est dans la moyenne des scores d'Eastwood à cette période, puisque aucun de ses films ne dépassera le million d'entrées entre Sierra Torride en 70 et Pale Rider en 85. Aux États-Unis, le film a écopé d'un classement R. En France, il est passé en commission plénière le 28 mars 1978. Après délibération et sur 21 votants, 12 ont proposé une interdiction au moins de 13 ans et 9 une interdiction au moins de 18 ans. C'est quand même passé de peu pour le moins de 18 ans. Je vous lis l'avis émis par quelques membres de la commission. Avis d'interdiction aux mineurs de 13 ans en raison de nombreuses scènes de violence et du climat d'angoisse et de corruption ainsi que d'une tentative de viol. En raison de multiples scènes de violence d'un style très réaliste, sans parler d'un dialogue parfois très cru et vulgaire, et d'une séquence passablement scabreuse, ce film motive au minimum une interdiction au moins de 13 ans. Pour le représentant de la jeunesse et des sports, une suite de violence, moins de 13 ans minimum. Pour le représentant de la justice, western moderne comportant des violences physiques et verbales nécessitant, à mon avis, l'interdiction aux mineurs de 13 ans. Voici donc un résumé du rapport final de la commission. Il s'agit d'une histoire de bande dessinée excessive, caricaturale, au point par moment d'atteindre au grotesque. Cependant, quelques scènes vont plus loin. Dans un train de marchandises se déroule un passage à tabac et quelque chose qui ressemble bien à un viol. Après délibéré très complet et vote, la commission pense cependant que le côté Tintin et Milou l'emporte et elle recommande une interdiction aux mineurs de 13 ans. En 1990, un deuxième examen a été demandé par la Warner, avec cette fois l'interdiction levée. Et en effet, il n'y avait pas lieu de maintenir cette interdiction que je trouvais quand même un peu sévère en 1978. Considéré aujourd'hui comme un film mineur dans la filmo d'Eastwood, je pense pour ma part qu'il s'agit d'un de ses meilleurs dans le genre policier. S'il y a bien une chose qui distingue l'épreuve de force de tout ce qui s'est fait dans le cinéma policier des années 70, c'est la nature extrême des séquences d'action. Il ne suffit pas que les deux fuyards soient abattus par un seul homme, non, il faut qu'ils soient abattus par 10, 50, 100 des deux côtés de la loi. Il y a une forme de démesure que certains pourraient trouver grotesque, comme ce membre de la commission de classification, mais qui trouve son apothéose dans la dernière scène du film assez incroyable, il faut le dire. Surtout quand on sait que le mitraillage a été filmé sur place et qu'il a fallu vider plusieurs avenues de Phoenix pour ce tournage. Malgré le côté too much de la scène, on est scotché par ce spectacle furieux, peut-être même épuisé à la fin puisque les seuls sons entendus pendant près de 2 minutes sont ceux des balles tirées par les forces de l'ordre. Avant cette spectaculaire conclusion, Eastwood nous entraîne dans une sorte de road movies accompagné d'une pléthore de poursuites et de balles sifflant aux oreilles de nos deux héros, le tout ponctué de punchlines toujours aussi percutantes. Si le scénario est un peu simpliste, la réussite de ce long métrage repose en grande partie sur la complicité entre Clint Eastwood et Sandra Locke. Eastwood n'a jamais été un acteur subtil et sa gamme d'expression reste limitée, mais son charisme crève l'écran. Et Sandra Locke apporte ce qu'il faut de fragilité et de détermination pour que cette relation devienne presque touchante. La mise en scène est comme toujours chez Eastwood au service de l'histoire, solide et sans esbrouffe. Par exemple, j'aime beaucoup ce plan spectaculaire quand l'hélicoptère explose et que la moto d'Eastwood entre dans le cadre à gauche au même moment. L'épreuve de force n'est peut-être pas le Eastwood préféré de tous les temps, mais c'est un film d'action divertissant et efficace qui n'est pas dénué d'humour et distille même quelques touches d'ironie et de cynisme qui rendent le long métrage encore plus savoureux. Si vous ne l'avez jamais vu, ou si vous ne l'avez tout simplement pas vu depuis longtemps, vous devriez probablement y jeter un œil. Dis-lui bien que je sais pourquoi c'est à moi qu'il a fait appel. Dis-lui bien qu'il se trompe. Dis-lui bien que je vais me pointer et que je vais lui clouer les couilles au mur. T'as compris? Ben, mais tu le connais mal. Tell him I know why he picked me for the job. Tell him he was wrong.
Tell him I'm coming for him. I'm gonna nail his ass to the wall. You hear me? Ben, for Christ's sakes, Ben. Les films d'Eastwood des années 70 ne semblent pas beaucoup intéresser les éditeurs, et l'épreuve de force ne fait pas exception à la règle, puisque seule une édition DVD a vu le jour chez nous. L'image est certes correcte, mais ça reste du DVD. En attendant une édition française en Blu-ray qui tarde à venir, vous pouvez toujours vous jeter sur le Blu-ray américain sorti en 2011, qui contient des sous-titres français et qui possède une très bonne image et une piste audio en 5.1. Côté bonus, en revanche, c'est le calme plat, rien à se mettre sous la dent. Cette rétrospective est terminée, merci de l'avoir suivi, et si mon travail vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Je vous donne rendez-vous début mai pour le Spielberg, qui sera un gros morceau, et sans doute avant pour la première vidéo consacrée à la censure dans le cinéma français. À bientôt, bye bye!